Vous écoutez l'affaire Clearstream, 6e partie. Même si Gomez disparaît, après 14 ans passés à jouer les premiers rôles, Jean-Luc Lagardère ne pardonnera jamais l'opération Couper les ailes de l'oiseau. Il vient d'ailleurs de porter cette affaire devant la justice. L'instruction mettra des années à aboutir, et en attendant, le terrain est libre pour les grandes manœuvres industrielles. En cette fin de l'année 1996, les Américains ont une longueur d'avance. Le Pentagone a engagé une action, notamment à partir du milieu des années 90. Philippe Camus, ancien coprésident exécutif d'Airbus. Dans lequel il encourage le rapprochement entre les entreprises américaines de défense. Et les entreprises américaines commencent à fusionner. C'est là que vous avez Lockheed qui fusionne avec Martin Marietta, ça devient Lockheed Martin. En Europe, il ne s'est encore rien passé, réellement de substantiel. Et nous, Matra, on est un petit acteur au milieu de tout cela. En France, on a toujours une pléthore d'acteurs. Thierry Gadot, journaliste et écrivain. Et donc, avec toujours moins de moyens financiers budgétaires pour faire vivre cette industrie. Et donc, il faut aussi réorganiser l'industrie de défense en France. Et donc, c'est les décisions que prennent Chirac et Juppé, à savoir, ces industriels, faut les privatiser, et puis les meilleurs d'entre eux survivront. On laissera faire le marché. Le premier septennat de Jacques Chirac ne déviera pas, même si, en 1997, la gauche revient au pouvoir. Lionel Jospin dirige le gouvernement. Avec Alain Richard et Dominique Strauss-Kahn, ils poursuivent la réorganisation du secteur. Jean-Luc Lagardère s'impose. En cette fin de XXe siècle, Jean-Luc Lagardère, l'optimiste, va pousser son rêve de conquête jusqu'au paroxysme. Première étape. En 1998, le groupe Matra fusionne avec Aérospatiale, société nationale que personne n'imaginait privatisable. Lagardère, propriétaire des missiles Exocet et Roland, des hélicoptères Puma et Gazelle, des fusées Ariane et de toute la gamme Airbus. Deuxième étape, la fusion avec des concurrents européens. En 2000, Lagardère prend les commandes d'un monstre en fusionnant avec l'allemand DASA, ses avions Messerschmitt et Eurofighter, ses moteurs Daimler et son électronique de défense Telefunken. L'espagnol CASA complète le géant avec ses avions de transport militaire. Le tout s'appelle EADS. Une guerre industrielle qui a duré plus de 10 ans est officiellement terminée. Lagardère, dans l'industrie de défense, c'est ce qu'il a fait. Parti d'une petite entreprise, il a mangé les deux gros du secteur. Ça a été rendu possible parce que, en face, il y avait une volonté politique d'intégration. Pour créer effectivement une entreprise capable, par exemple, de lancer l'A380. Lionel Jospin, ancien Premier ministre. Ou l'avion gros porteur militaire, si vous voulez, c'est-à-dire de grands objectifs industriels en compétition, par exemple, avec Boeing, il fallait créer une entreprise comme EADS. Et donc, nous avons eu de très bonnes relations personnelles, mais personnelles autour de cet objectif de la construction d'un géant industriel. Il a été un interlocuteur qui défendait évidemment son entreprise d'origine, Matra, mais qui en même temps a été conscient des limites que l'État, qui a toujours été partie prenante de l'aventure de l'aéronautique et du spatial, des prérogatives que l'État voulait maintenir. C'était un vrai chef, Lagardère, une vraie capacité de conviction. Éric Routier, journaliste et écrivain. Il y avait un pacte avec les Allemands, et les Allemands auraient reconnu, quelle que soit l'organisation ensuite, patron qui dirige quoi et tout ça, ça c'est subalterne, mais les Allemands reconnaissaient en Lagardère le patron de EADS globalement et pour longtemps. EADS pèse 24 milliards d'euros. Jean-Luc Lagardère est maintenant un géant mondial. Pour sa sentinelle, Jean-Louis Gergorin, les menaces qui pèsent sur le groupe sont désormais planétaires. Et à chaque étage du groupe, des anciens rivaux, des clans, des ambitieux et des cultures opposées. En charge de la stratégie, des fusions et des acquisitions, Jean-Louis Gergorin a découvert chez Aérospatiale son alter ego, génie des maths et de l'armement, un certain Marwan Laoud,
Sorti major de Polytechnique et grand frère d'Imad, Marouad Laoud devient son bras droit. En 2002, voilà quelques années qu'il travaille main dans la main. Quand un beau jour d'automne, le 7 octobre 2002, je sors à 13h15 de la maison d'arrêt de la santé. Et la première chose que je fais, j'appelle mon frère Marouane en lui disant « Voilà, je viens de sortir, j'aimerais bien te voir, j'ai pas d'argent, aide-moi, comment je vais faire pour m'en sortir ?» C'est une époque où finalement Imad Laoud va, si je puis dire, entrer dans le tableau. Thierry Dalmasso, avocat du groupe Lagardère. Il sort de détention provisoire, il rencontre une toute petite fois, Jean-Louis Gergorin en présence de son frère. Et il manifeste son souhait, son désir de travailler pour se racheter, alors pour le monde du renseignement. L'arrivée d'Imad Laoud dans l'histoire est pour Jean-Louis Gergorin un tout petit détail. Quelques mois après l'avoir rencontré, il l'a introduit auprès du général Rondeau et il sait que la DGSE compte maintenant sur lui pour remonter la piste de Ben Laden. Pratique classique, Gergorin a même, en guise de couverture, offert à Laoud un contrat de consultant. Mais tout ceci est l'affaire des services. Et Gergorin, lui, est à ce moment précis sur une toute autre planète. La guerre, entamée 10 ans plus tôt avec Alain Gomez, va trouver son épilogue. La plainte déposée en 1996 a certes pris du temps, mais le juge a effectivement mis en examen Alain Gomez. L'instruction entre dans sa dernière phase. Le juge convoque le 5 février les princes de l'armement pour une confrontation dans son bureau. Jean-Louis Gergorin accompagne son mentor. C'était assez drôle parce que la juge était un peu dépitée. Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Et donc elle dit à moi, M. Gomez, mais enfin, vous êtes tous, vous avez l'air de tous bien vous aimer. Enfin, M. Gomez, vous avez quand même dit que les dirigeants de Matras étaient des voyous. Ah non, j'ai pas dit ça, mais je vous le lis, votre passage. Non, jamais je ne dirais de Jean-Luc et de Jean-Louis, ils nous appellent par nos prénoms, que ce sont des voyous. Mais certains de leurs consultants ou des gens de la DST ont pu se comporter comme des voyous, mais c'est certainement pas Jean-Luc et Jean-Louis. Enfin, c'était assez drôle. Chacun maintient ses positions, qui sont quand même assez antinomiques, mais dans la plus grande courtoisie. On sort sur le palier, et à ce moment-là, Jean-Luc Lagardère prend, mais de façon un peu émotionnelle, et presque affectueuse, mais émotionnelle, Alain Gomez par la veste, comme ça, vous voyez. Il prend sa veste et lui dit « Alain, dis-moi, pourquoi tu as fait tout ça ?» Et Gomez se dégage et dit « Non, Jean-Luc, je ne peux pas te dire, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long à expliquer, plus tard. » On s'est séparés là-dessus. 3 semaines après, Jean-Luc Lagardère était dans le coma. La mort de Jean-Luc Lagardère est vécue comme une catastrophe par l'état-major de ADS. Pour Jean-Louis Gergorin, c'est bien plus encore. Lagardère l'avait recruté 20 ans plus tôt, alors qu'il était jeune diplomate. Il avait fait de lui le plus fidèle de ses soldats, l'un des hommes les plus écoutés du complexe militaro-industriel européen. J'apprends sa mort, je crois que j'étais très ému et je suis passé, en rentrant chez moi, j'habite donc rue d'Assas, je suis passé rue de Vaugirard, sous les fenêtres d'un avocat qui était un grand ami de Jean-Luc Lagardère et que je connaissais bien, Paul Lombard. Et je garde de cette rencontre le souvenir... Paul Lombard, avocat de Jean-Luc Lagardère. ...d'une confrontation entre deux chagrins. Enfin, pour moi, c'est un souvenir terrible. Et lui-même était très ému, j'étais très ému. Jean-Louis Gergorin a aimé Jean-Luc Lagardère, je pense qu'il l'a profondément aimé. Lorsque Jean-Luc Lagardère est mort, je pense que Jean-Louis Gergorin a dû avoir l'impression d'avoir perdu son père. Je me souviens que Paul Lombard me dit « Il faudra bien quand même qu'on comprenne de quoi il est mort. » Je lui dis « Pourquoi vous dites ça? C'est pas une infection nosocomiale ?» Il me dit « C'est quand même étonnant, il était si bien quand il est sorti. » C'est la première personne qui a eu un doute, c'est pas moi. C'est Paul Lombard. Je lui dis « Il faudra bien qu'on comprenne de quoi il est mort. » Cette mort n'est pas habituelle. Éric Routier, journaliste et écrivain. C'est-à-dire qu'il meurt dans des conditions tout à fait
étrange, maladie auto-immune. Il va se coucher le soir et le lendemain matin, il a de la bouillie dans la tête à la place du cerveau. Jean-Luc Lagardère a succombé à une encéphalomyélite aiguë disséminée, une maladie rare qui touche généralement des hommes d'une trentaine d'années. Lagardère, lui, en avait 75. Ce 14 mars 2003, Jean-Louis Gergorin, l'homme que tout le monde décrit comme l'un des cerveaux les plus brillants de sa génération, chavire. Et Imad Laoud va méthodiquement exploiter cette fragilité. Je regarde ce que c'est que cette maladie, et là il se produit évidemment un élément majeur qui est dans cette espèce de tragédie classique où il y a des événements un peu qui brusquement vont me faire descendre progressivement les marches vers le purgatoire. C'est le fait que je découvre que cette maladie est citée de façon très précise dans des récits dans 2 livres consacrés au programme militaire soviétique biologique, d'armes biologiques. Et les soviétiques, à la fin des années 80, au début des années 90, ont développé des moyens de militariser cette arme. Et il semble même que le KGB ait utilisé ça à des fins d'assassinat ponctuels. Gergorin, dont on sait il a des qualités, mais il est pour le moins fantasque, est convaincu que c'est un assassinat par des mafieux ukrainiens manipulés par les Russes. D'un côté, on m'a parlé en décembre 2002 d'anciens du KGB, on m'a donné des noms de gens à la limite de la mafia, du système oligarchique russe, s'intéressant à ADS et à Lagardère. Et d'autre part, il y a le fait que Lagardère est mort d'une maladie qui pouvait être causée artificiellement par une méthode développée par les soviétiques. Et c'est là ce rapprochement qui va être fatal, parce que ce rapprochement, il m'obsède. Ça va être un peu le début de ce qui finalement sera une obsession. Il croit qu'il y a un complot, il pense que c'est une mort, c'est pas une mort accidentelle, etc. Est-ce qu'il t'en parle de tout ça? Vous savez, il a des budgets, il a de très importants budgets par EADS pour faire travailler les boîtes d'intelligence économique, donc il demande des expertises médicales, pharmacologiques. Jean Guinel, journaliste et écrivain. Il fait des enquêtes privé, il sollicite les services de l'État, enfin bon, il croit dur comme fer, il n'en démordra jamais que Lagardère a été assassiné. Il ne me semble pas qu'il y a des éléments suffisants pour corroborer ce qu'il dit, quoi. Des mafieux ukrainiens qui travaillent pour les Russes et qui tuent, je veux dire que... Éric Routier, journaliste et écrivain. Ça existe, mais l'explication globale on est très méfiant. En même temps, il y a un mystère médical. Et c'est vrai que personne n'est capable d'expliquer. Il y a une enquête. L'enquête dit qu'il n'y a rien de particulier, c'est une mort naturelle. Et après, Gergorin, insidieusement, chaque fois qu'on le voit, dit si vous saviez... il jouit d'un prestige considérable. Il est copain de Villepin, numéro 2 de l'ADS et tout ça. Donc on est très... on est troublé, quoi. On est troublé. Jean-Louis Gergorin, c'est son rôle, c'est sa mission dans le groupe, s'inquiète de tout ce qui se passe. Thierry Dalmasso, avocat du groupe Lagardère. C'est pas de la paranoïa, c'est la simple logique. C'est pas un malade mental, Gergorin. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qui s'est produit dans les années 90, qui est au courant de toutes les tentatives de déstabilisation. Et donc, c'est normal que Jean-Louis Gergorin se décide en disant que c'est le scénario noir qui s'annonce. Les parano, ils ont parfois raison. Mais pas toujours. Sans la mort de Jean-Luc Lagardère, il n'y a évidemment pas d'affaire Clearstream, parce qu'en fait, la tête de Gergorin explose. Pierre Péan, journaliste. Il perd tout. C'est son père, l'homme par qui il a fait une carrière extraordinaire, qu'il est parti du CAP pour monter et être le grand stratège de l'industrie française. Et là, d'un seul coup, c'est son monde qui explose. C'est-à-dire que toutes ces barrières rationnelles sont foutues. Je me dis que si un réseau a voulu la mort de Lagardère, ce réseau a évidemment d'énormes moyens. Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. S'il a d'énormes moyens, il a pu être tenté de spéculer sur les conséquences financières
de la mort de Lagardère. C'est là, je me dis, mais j'ai peut-être, pas très loin de moi, quelqu'un qui a toutes les compétences pour. Et je lui ai dit, in fine, moi je vous demande une chose, Imad, est-ce que vous pouvez voir s'il n'y a pas eu des mouvements suspects sur le titre Lagardère? Non seulement il a une compétence technique, mais il a, disons, le sens du renseignement, de la confidentialité de l'enquête, puisqu'il travaille pour les services de renseignement. Donc, c'est moi qui ai beaucoup parlé. J'ai ouvert mon cœur. J'ai parlé de mes inquiétudes, j'ai parlé de l'histoire du groupe Lagardère, des conflits qu'on avait pu avoir dans le passé, des tensions terribles qu'on avait eues, que d'ailleurs lui-même connaissait par cœur, parce que c'est sorti dans la presse, et puis il était quand même très proche du groupe. Moi, dans cette affaire, qu'est-ce que je fais? J'écoute Jean-Louis Gergorin, il me raconte ses histoires, je l'écoute. Imad Laoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Je vais être très cynique. Vous savez, c'est comme l'avocat, vous allez le voir en lui disant alors j'ai ce dossier, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit ça va être long. Pourquoi il est payé à l'heure, l'avocat? Moi, j'étais payé par Jean-Louis Gergorin. Il me racontait ses histoires, je l'écoutais. Alors, il m'a dit c'est très facile, évidemment de façon très, quand on le connaît, très convaincante. Il m'a expliqué les 1001 raisons, ou plutôt les 3 ou 4 raisons pour lesquelles il était l'homme idoine pour cela, parce qu'il connaissait tous les brokers qui comptaient à Paris, tous les courtiers en bourse, qu'il avait tous les contacts dans les bourses et qu'il allait pouvoir travailler là-dessus. Il m'a tellement harcelé au téléphone pour savoir qui achetait des actions Lagardère, etc. C'était des achats en bourse tout court. J'ai appelé un ancien camarade qui est banquier à la BNP qui m'a dit écoute Imad, arrête de me gonfler avec cette affaire, c'est une société en commandite par action, il ne peut rien se passer, personne ne peut déloger Arnaud Lagardère de sa société. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, mi-mai, il me dit je pense que je suis sur la piste d'un réseau qui a fait de gros achats de titres Lagardère dans les mois précédant l'hospitalisation de Jean-Luc Lagardère. Mais j'ai du mal, je n'arrive pas à l'identifier. Imad Laoud démarre donc une enquête pour le compte de Jean-Louis Gergorin. Une commande qui doit le rassurer car, à ce moment de l'histoire, sa mission pour la DGSE se passe plutôt mal. Imad Laoud, qui est censé récupérer des documents cachés au Liban, des documents sur l'argent de Ben Laden, a, aux yeux des services, échoué dans sa mission. Pour se faire valoir, Imad Laoud va donc tenter d'intéresser la DGSE à sa nouvelle enquête. Compte-rendu d'entretien avec Imad Laoud, le 16 mai 2003, de 17h30 à 18h25, café Le Week-end, rue Tronchet. Ambiance. Après plusieurs semaines de silence imposé par l'officier traitant, Imad Laoud s'est présenté légèrement tendu et anxieux, en dépit de ses efforts pour dissimuler son trouble. Connaissance nouvelle acquise. Imad Laoud a constaté que, du début de l'année jusqu'au 14 mars 2003, date du décès de M. Lagardère, le volume moyen de transactions était de 400 000 titres par jour. Depuis la mort de Jean-Luc Lagardère, ce volume avait doublé, s'établissant à 900 000 titres par jour, ce qui rendrait les circonstances du décès troubles. Face à Antoine, Imad Laoud va encore plus loin. Il donne à son officier traitant un élément plus précis, le nom qu'il est allé chercher chez Denis Robert. L'imposture commence là. Dans la bouche de Laoud, l'Hugo Cáceres Gomez des listings de Denis Robert se transforme en Alain Gomez. À l'occasion de ses recherches, Imad Laoud a découvert les références de comptes bancaires en Suisse de messieurs Alain Gomez et Pierre Martinez. Pressé par Jean-Louis Gergorin, Imad Laoud déclare s'être refusé à lui communiquer ces éléments. Vanessa Ratignier, journaliste. C'est-à-dire que Laoud parle à la DGSE des comptes attribués à Gomez et il dit en même temps à la DGSE qu'il n'en a pas parlé à Gergorin. Donc, à quoi joue Laoud? Parce que si ça craque moi, à ce qui m'intéresse dans ce moment-là, c'est comment fonctionne le piège. Pierre Péon, journaliste. Le piège, le piège qui explique, après tout le déroulement de l'affaire Clearstream, le piège, il est la fragilité de Gergorin à cause
de la mort de Lagardère, qui était tout pour Gergorin. Et Madelaoud est parfaitement au courant de ce qui s'est passé dans les années précédentes, et notamment couper les ailes de l'oiseau. Autrement dit, le piège, il se referme de plus en plus sur Gergorin à partir de ce moment-là. Les contes d'Alain Gomez et de son directeur de la sécurité Pierre Martinez, dont parle Laoud à la DGSE, sont une pure invention, qu'il ne reste plus qu'à adapter aux inquiétudes de Jean-Louis Gergorin. Imad Laoud va donc s'y employer. Laoud a donné une synthèse. On y trouve des Russes, on y trouve des mafieux dont je n'ai jamais entendu parler, mais dont je découvre après que ce sont des mafieux tout à fait importants. Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Et au cœur de ce système, il dit qu'il y a un homme, c'est Alain Gomez. Le nom d'Hugo Cáceres Gomez, de Colombie, maquillé en Alain Gomez, va bientôt connaître son heure de gloire. Ce qui est terrible, ce que cette affaire prouve, c'est que quand on a des inquiétudes, des présupposés, après, tout ce qui paraissait emboîté est perçu comme une confirmation. Et c'est ce qui m'est arrivé. Jean-Louis Gergorin va se faire prendre au piège. À l'inverse, Antoine, l'agent de la DGSE, est beaucoup plus clairvoyant. Il semble avoir parfaitement cerné le personnage qu'est Laoud. Dans son dernier rapport, il conclut le traitement de Laoud ainsi. Il semble préférable d'arrêter tout contact avec Imad Laoud, eu égard à sa personnalité et à la quasi-impossibilité de le contrôler. Vous venez d'écouter l'affaire Clearstream. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Manipulation, une histoire française est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami de Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Yami de Production, réalisée par Jean-Robert Vialet et écrite avec Pierre Péan, Vanessa Ratignier et Christophe Nick. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.